Il y a des silences qui blessent plus que des cris, des sourires qui cachent un mépris silencieux et des présences si proches qu'elles finissent par étouffer. Peut-être que vous avez déjà ressenti cette sensation étrange. Vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, un ami, un membre de la famille, parfois même un partenaire, et pourtant, quelque chose ne va pas. Vous sentez une tension subtile, une parole de travers, un geste qui vous rabaisse sans raison. Et petit à petit, vous commencez à vous demander « Est-ce que cette personne m'apprécie vraiment ? Ou est-ce que je suis aimé à contre-cœur » Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, disait que ce que l'on ne veut pas voir en soi, on finit par le projeter sur les autres. Il appelait cela l'ombre. Cette partie de nous, faite de ressentiments, de jalousie, de blessures non guéries. Et souvent, ce n'est pas envers des étrangers qu'elle se manifeste, mais envers ceux qui sont les plus proches. Alors que faire quand cette ombre se glisse dans un regard, un mot, un silence ? Quand elle s'infiltre dans la relation que vous pensiez solide, sincère, sécurisante. Ce que vous allez découvrir, ici n'est pas une liste froide de comportements, mais un miroir tendu à ces dynamiques invisibles qui empoisonnent lentement les liens affectifs. Ce sont des signes, parfois évidents, souvent dissimulés, que quelqu'un près d'eux vous nourrit peut-être de ressentiments, en secret. Et peut-être que cette prise de conscience changera votre manière de vous protéger, ou même de vous libérer. Ils disent des choses gentilles, mais vous ressentez une piqûre à l'intérieur. Ils vous félicitent, mais quelque chose dans leur ton, dans leurs mots choisis avec soin, vous laisse un arrière-goût amer. Tu as réussi, c'est bien. Même toi, tu vois que tout est possible. Je ne pensais pas que ce genre de choses était pour toi. Tu m'as surpris. Ce n'est pas un vrai compliment. C'est une façon polie de vous dire que vous n'étiez pas à la hauteur et que, d'une certaine manière, vous ne le serez jamais vraiment. Carl Jung aurait dit ici « Attention aux projections. La personne en face de vous projette peut-être son propre sentiment d'échec ou d'infériorité, mais elle ne peut l'assumer consciemment. Alors elle le transforme en ironie douce, en sarcasme déguisé, en fausse louange. Ce type de comportement est profondément déroutant, parce qu'il n'est pas frontal. Il se cache derrière la façade de la gentillesse. Il vous force à douter de vous-même, à vous dire « Peut-être que je suis trop sensible. Peut-être qu'il ou elle voulait vraiment être gentil. » Mais l'inconscient ne ment pas. Votre corps le sait, il se crispe. Votre cœur se ferme un peu, et c'est là que commence l'érosion. Ces personnes ne vous encouragent pas vraiment. Elles vous tolèrent, tant que vous ne brillez pas trop. Leur compliment est un fil barbelé. Il vous entoure, vous retient et vous blesse doucement. Dans la psychologie jungienne, cela relève d'une dynamique d'ombre envahissante. Ce qu'elles n'arrivent pas à intégrer en elles. Leur jalousie, leur insécurité, leur sentiment de médiocrité. Elles le projettent sur vous. Et sous couvert d'humour ou d'affection, elles cherchent à vous maintenir petit. Posez-vous une question simple. Quand cette personne me fait un compliment, est-ce que je me sens grand ou rabaissé? Est-ce que ça m'ouvre ou ça me fait douter de moi? Les vrais amis nous élèvent. Les autres nous enrobent de miel pour mieux cacher l'aiguille. Ils sont là pour les fêtes, les réussites, les bons moments. Ils apparaissent quand ça brille, quand vous rayonnez, quand tout va bien. Mais quand la vie vous frappe, ils se font silencieux, discrets, lointains. Vous leur envoyez un message, pas de réponse. Vous tombez malade, traversez une perte, une séparation, ils oublient de vous appeler. Et quand enfin ils se manifestent, c'est souvent trop tard, ou avec un ton distant « Oh, je ne voulais pas te déranger. Je pensais que tu avais besoin d'être seul. » Non, ce n'est pas de la discrétion, c'est une forme de fuite, et parfois de mépris. Carl Jung nous rappelle que certaines personnes sont incapables de faire face à la souffrance des autres parce qu'elles entrent en résonance avec leur propre douleur refoulée. Alors elles fuient, elles disparaissent, mais ce retrait n'est pas neutre. Il est souvent chargé d'un rejet inconscient, quand quelqu'un vous aime seulement quand vous êtes fort, performant, agréable, mais vous évite quand vous êtes vulnérable, brisé ou simplement humain. Ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction. Et dans cette transaction, vous devez toujours payer, en silence, en force, en sourire. Le paradoxe, c'est que ces personnes se diront proches de vous. Elles vous présenteront comme un ami de toujours, un frère, une âme sœur.
Mais l'amour ne se mesure pas dans les faits, il se mesure dans les creux. Il y a des absences qui parlent. Elles disent « ta douleur me dérange » ou pire « je ne te dois rien quand tu ne me fais pas du bien ». C'est dans les moments d'effondrement que l'on découvre qui tient réellement à nous et qui nous gardait près de soi par confort, par image ou par intérêt. Alors observez, sans haine, sans amertume, mais avec lucidité. Vous traversez une épreuve, un projet échoue, une relation se termine. Vous perdez quelque chose d'important. Et cette personne, au lieu de vous soutenir sincèrement, semble étrangement calme, presque sereine. Pas cruelle, non. Mais étrangement absente émotionnellement. Elle vous dira peut-être « tu sais, au fond, c'est peut-être mieux comme ça. Je l'avais un peu senti venir. » Ou pire encore, elle changera de sujet, rapidement. Comme si votre douleur la gênait. Mais derrière ce calme se cache parfois un plaisir discret, inavouable, inconscient. Carl Jung nous enseigne que l'ombre ne s'exprime pas seulement par la haine ouverte. Elle s'infiltre aussi dans les silences, les regards, les micro-gestes. Et l'un des signes les plus troublants de cette hostilité déguisée, c'est quand quelqu'un se sent renforcé par vos échecs. Pourquoi? Parce que votre chute les rassure. Elle remet l'ordre à leur place intérieure. Votre succès les dérangeait, votre bonheur réveillait leur frustration. Alors, quand vous tombez, cela restaure un équilibre tordu dans leur esprit. Enfin, je ne suis plus en dessous. C'est subtil, mais vous le sentez. Vous parlez de votre souffrance et vous ne percevez aucune compassion véritable. Juste un masque, une distance, et parfois même un conseil glacial, une phrase blessante, une fausse sagesse qui ne réconforte pas, mais qui juge. Et pourtant, ces personnes se disent proches. Elles veulent rester dans votre vie. Mais leur présence est toxique. Parce qu'elle se nourrit sans le dire de votre affaiblissement, il ne faut pas accuser trop vite. Parfois, ces personnes n'ont pas conscience de ce qu'elles ressentent. Mais leur inconscient, lui, parle clairement. Et vous l'entendez. Vous le ressentez dans votre ventre, dans votre cœur, dans ce vide que leur regard laisse derrière lui. Quand quelqu'un ne vous tend pas la main au fond du puits, mais s'en contente, voire s'en réjouit doucement, ce n'est pas un allié, c'est une ombre déguisée en lien. Ils vous tendent la main, mais vous vous sentez rabaissé. Ils vous aident, mais quelque chose dans leur regard vous fait sentir petit. Chaque geste de générosité est suivi d'une remarque, d'un soupir, d'un rappel subtil de ce que vous leur devez. Heureusement que j'étais là, hein? Sans moi, tu serais encore en train de chercher comment t'en sortir. Ce n'est pas une vraie aide. C'est une scène, une stratégie, une forme douce de domination. Carl Jung appelait cela l'ombre déguisée en lumière. C'est l'acte apparemment noble, mais intérieurement contaminé par le besoin de contrôle, de supériorité, voire de vengeance. Ces personnes vous aident, mais jamais sans un prix invisible. Elles veulent que vous vous en souveniez. Elles veulent que vous vous sentiez redevable, éternellement. Et si vous ne les remerciez pas assez, si vous reprenez votre autonomie, elles deviennent froides, offensées, méprisantes. Ce n'était donc pas de l'amour, c'était un contrat. Le plus douloureux, c'est qu'elles peuvent se présenter comme vos sauveurs. Et aux yeux des autres, c'est vous qui paraîtrez ingrat. Mais intérieurement, vous le savez, chaque fois qu'elles vous tendent la main, c'est une manière de vous rappeler que vous êtes en dessous, que vous avez été faible, que vous leur devez quelque chose. Dans la dynamique jungienne, ce comportement révèle une blessure profonde chez l'autre. Une peur d'être oublié, une obsession du pouvoir ou une rage ancienne jamais exprimée. Alors au lieu d'agir avec amour, elles se parent d'un paternalisme toxique. Elles ne veulent pas vous voir grandir. Elles veulent que vous restiez dépendant pour continuer à briller à vos dépens. L'aide véritable rend l'autre plus fort. L'aide toxique crée une dette émotionnelle. Et à long terme, elle vous casse plus qu'elle ne vous élève. Il rit, il plaisante. Il vous lance des petites piques, toujours à la rigolade. Tu t'es enfin mis au sport? Il était temps. Avec ton âge, c'est courageux de te lancer là-dedans. T'as eu une promotion? Ah, ils doivent vraiment être désespérés. Et tout ça toujours avec un sourire, un clin d'œil. Et si vous montrez que ça vous blesse, il réplique « Mais détends-toi, c'était une blague. » Ce n'était pas une blague, c'était une flèche. Et l'humour n'était que l'emballage. Carl Jung disait que ce qui ne peut pas être exprimé consciemment sortira d'une autre manière. Chez ces personnes,
L'envie, la rivalité, le ressentiment s'expriment à travers des plaisanteries. Mais l'intention n'est pas de faire rire, c'est de vous remettre à votre place, de vous piquer, sans que vous puissiez vous défendre. C'est une forme de compétition passive-agressive, souvent très présente dans les cercles proches, entre amis, collègues ou même frères et sœurs. Une compétition silencieuse, où l'autre ne supporte pas que vous brilliez, que vous preniez de l'assurance, que vous sortiez du cadre où il vous avait enfermé. Et comme il ne peut pas vous attaquer frontalement, il choisit le sarcasme, la moquerie légère, l'humour blessant. Ce comportement est d'autant plus destructeur qu'il vous isole dans le doute. Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que c'était vraiment méchant? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas d'humour? Non, ce n'est pas vous. C'est le masque de la rivalité mal digérée. Et quand on aime quelqu'un, on ne joue pas avec sa vulnérabilité. On ne transforme pas ses victoires ou ses insécurités en matière de spectacle. Ces blagues révèlent une chose. L'autre vous perçoit comme une menace et il préfère rire de vous que de vous encourager. Il n'y a pas eu de dispute, pas d'explosion, juste un vide. Des réponses froides, courtes, des messages sans retour, un regard qui passe à travers vous, comme si vous n'existiez plus. Ce silence-là n'est pas paisible, il est stratégique. C'est une arme, une manière de vous faire sentir coupable, sans mots. Une façon de dire « tu m'as déçu, tu n'as pas obéi, tu vas le payer ». Carl Jung a longuement parlé de ces comportements issus de la psyché infantile. Quand une personne n'a pas appris à gérer ses émotions, elle peut recourir à des moyens primitifs pour reprendre le contrôle. Et l'indifférence punitive est l'un des plus toxiques. Dans ce type de relation, le lien devient conditionnel. Tant que vous agissez comme l'autre l'attend, tout va bien. Mais si vous osez dire non, vous affirmez poser une limite, le froid s'abat, et c'est là que vous commencez à douter de vous. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je devrais m'excuser? Peut-être que c'est moi le problème. Non, ce n'est pas vous, c'est l'autre qui, au lieu de dialoguer, choisit de punir. Ce silence n'est pas neutre, il est chargé d'un message. Tu n'as pas respecté les règles invisibles de notre lien. Tu vas souffrir. Mais quelles règles? Celles que l'autre impose sans jamais les dire. Et c'est là le piège. Vous êtes censé deviner, Jung dirait ici que vous êtes face à un mécanisme d'ombre projeté, où l'autre ne supporte pas sa propre colère, son sentiment de rejet ou d'impuissance. Alors, il vous rejette. À votre tour en se taisant. Le silence devient alors un mur, un moyen de vous faire mal sans jamais perdre la face. Mais le silence peut aussi libérer, parce qu'il révèle, et parfois, il faut savoir entendre ce qu'il dit, pour choisir de ne plus s'y soumettre. Il vous donne des conseils, toujours, même quand vous ne demandez rien. Et au premier regard, il semble bienveillant, mais en y regardant de plus près, chaque conseil semble vous freiner, vous faire douter, vous rapetisser. C'est ce genre de projet. Ce n'est pas vraiment pour toi. Fais attention à ne pas viser trop haut, tu pourrais être déçu. Tu devrais rester dans ce que tu connais, c'est plus sûr à ton âge. Ils parlent comme s'ils vous protégeaient. Mais en réalité, ils projettent leur propre peur, leur propre frustration. Et parfois, leur jalousie, Carl Jung, nous met en garde contre cette dynamique subtile. Quand une personne refoule son sentiment d'échec ou sa peur de ne pas réussir, elle peut inconsciemment chercher à éteindre l'élan de ceux qui osent. Et comment le fait-elle? Pas en vous interdisant, mais en vous lui conseillant doucement de rester dans les limites. Ce sont des limites qu'elle a acceptées pour elle-même. Et vous, en les dépassant, vous devenez une menace. Une preuve vivante que l'on peut aller plus loin. Et ça, elle ne peut pas le supporter. Alors elle se pare de sagesse, de précaution. Mais son regard trahit l'inquiétude. Sa voix porte une tension à peine voilée. Et ce qu'elle appelle prudence est en réalité une tentative de sabotage affectif. Ces personnes ne vous veulent pas forcément du mal, mais elles ne supportent pas votre lumière, parce qu'elle éclaire ce qu'elles n'ont pas osé accomplir. Votre audace leur renvoie à leur renoncement. Votre enthousiasme leur rappelle leur résignation. Et sous couvert de vous aimer, elles tentent de vous freiner. Un vrai ami peut vous conseiller, mais il vous élève. Il vous donne de la force. Il croit en vous, même quand vous doutez. Un faux allié, lui, vous conseille en vous enfermant. La différence? L'un parle depuis l'amour, l'autre depuis l'ombre. Vous traversez une période difficile.
Vous ouvrez votre cœur, vous partagez vos larmes, vos failles, vos blessures. Et en face, vous sentez un malaise, une gêne, parfois même de l'agacement. Allez, ça va passer. Pense à autre chose. Tu dramatises un peu, non? Moi aussi, j'ai eu des problèmes. Ce n'est pas si grave. Ce n'est pas de la compassion. Ce n'est pas du soutien, c'est une fuite. Parfois même, un rejet violent de votre vulnérabilité. Mais pourquoi? Parce que votre douleur réveille la leur. Parce qu'en vous voyant brisé, l'autre sent quelque chose se fissurer en lui, et il ne peut pas l'affronter. Carl Jung disait que tout ce que nous refoulons finit par se projeter. Et certaines personnes ont refoulé tant de tristesse, tant de colère, tant de vide, qu'elles ne supportent plus d'en voir chez l'autre. Elles veulent que tout reste sous contrôle, lisse, fonctionnel. Votre chagrin devient une menace. Votre vulnérabilité les confronte à leur propre humanité, qu'elles ont peut-être reniée depuis longtemps. Et au lieu de vous rejoindre, elles vous fuient. Ou pire, elles vous jugent. Mais ce n'est pas vous le problème, c'est leur incapacité à descendre dans les profondeurs de l'âme. Et face à quelqu'un qui ose être vrai, elles paniquent, elles s'éloignent, ou elles attaquent pour se défendre. Ce mécanisme est cruel, surtout quand il vient de quelqu'un que vous pensiez proche, parce que dans ces moments-là, vous n'avez pas besoin de solution. Vous avez besoin de présence, d'une main, d'un regard qui dit « je suis là ». Et quand l'autre se détourne ou vous reproche d'être trop émotif, ce n'est pas vous qui êtes trop. C'est lui qui est coupé de sa propre profondeur. L'âme a besoin de respirer, et pour cela elle doit parfois pleurer. Si quelqu'un ne peut pas accueillir vos larmes, il ne mérite pas votre confiance intime. Au début, vous trouvez ça flatteur. Ils commencent à parler comme vous, à adopter vos idées, vos goûts, vos manières. Ils s'habillent un peu comme vous. Ils citent les mêmes auteurs, font les mêmes choix de vie, mais quelque chose cloche. Jamais un mot de reconnaissance. Jamais un « tu m'as inspiré ». Au contraire, s'ils peuvent, ils minimisent votre influence. Ou pire, ils s'approprient vos idées comme si elles venaient d'eux. Carl Jung parlerait ici d'un phénomène lié à la projection d'admiration refoulée, mêlée d'un ressentiment inconscient. Ces personnes veulent ce que vous avez, votre assurance, votre créativité, votre manière d'être, mais ne supportent pas de reconnaître qu'elles vous prennent comme modèle. Pourquoi? Parce qu'admettre cela les placerait, selon leur perception intérieure, en dessous. Et leur ego ne peut pas le tolérer. Alors elles prennent, mais en silence. Elles imitent, mais sans jamais honorer. C'est une forme subtile de vol psychique. On ne vous détruit pas. On vous efface doucement. Et ce comportement, encore une fois, ne vient pas d'un mauvais cœur. Il vient d'un vide, d'un manque d'identité propre, d'une difficulté à assumer le fait qu'on est inspiré, touché, guidé par quelqu'un d'autre, ce qui, en réalité, est humain, noble et même nécessaire dans tout chemin de croissance. Mais pour ces personnes, reconnaître votre influence serait une forme de soumission. Alors elles préfèrent copier dans l'ombre, tout en gardant les apparences de l'originalité. Le plus troublant, c'est que vous pouvez ressentir à la fois une proximité et un malaise, une admiration et une hostilité. Parce que dans le fond, cette personne lutte contre vous, depuis l'intérieur. Le respect véritable passe par la reconnaissance. Et s'il n'y a jamais d'hommage, jamais de gratitude, jamais un regard qui dit « tu m'as aidé à devenir un peu plus moi-même », alors il se peut que cette imitation ne soit pas un signe d'amour, mais un camouflage d'envie. Ce n'est jamais frontal, jamais évident, mais à chaque fois que vous essayez de vous affirmer, quelque chose freine. Un mot, une remarque, une petite action qui semble insignifiante. Et pourtant, à la longue, vous sentez votre confiance s'éroder. Vous annoncez une bonne nouvelle. Ah bon? Tu penses vraiment que tu es prêt pour ça? Vous vous lancez dans un projet. Je dis ça pour toi, mais tu risques de te ridiculiser. Ou pire encore, ils oublient de vous transmettre une information importante. Ils vous mettent en retard. Ils vous distraient au moment clé. Et quand vous vous en rendez compte, ils haussent les épaules innocents. C'était pas voulu. Mais vous le ressentez. Ce n'est pas de la maladresse. C'est une stratégie inconsciente. Carl. Jung parlait de ce genre de comportement comme des expressions de l'ombre frustrée et passive. Plutôt que de s'affirmer ou de gérer leurs propres sentiments d'insuffisance, ces personnes saboteront les autres pour rétablir une forme d'équilibre intérieur.
et vous devenez leur cible préférée, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous rappelez, par votre croissance ou votre courage, ce qu'elles n'osent pas encore être. C'est un poison lent. Vous commencez à douter de vous, à vous freiner, à vous excuser d'exister. Parce qu'autour de vous, on souffle constamment le doute. Et ce doute, répété, devient une voix intérieure, une ombre que vous finissez par intégrer comme vôtre. Mais elle ne vous appartient pas. Ce doute, ce n'est pas vous. C'est la trace laissée par une présence toxique, camouflée sous le masque de la proximité. Les vrais alliés vous confrontent, parfois, mais jamais pour vous éteindre. Ils vous réveillent, ils vous poussent à vous lever. Ceux qui vous sabotent, en revanche, veulent que vous restiez à leur niveau ou en dessous, parce que si vous devenez pleinement vous-même, ils savent qu'ils ne pourront plus vous retenir. Ce qui détruit le plus dans ces relations, ce n'est pas la haine ouverte, c'est le doute insidieux, la blessure invisible, le fait de sentir au fond de soi que quelque chose ne va pas, mais de ne jamais pouvoir le nommer clairement. Vous aimez encore cette personne. Vous avez des souvenirs partagés, des rires, de l'attachement. Et c'est justement ça qui rend tout si confus. Comment une personne si proche peut-elle, en secret, vouloir me voir échouer? Carl Jung nous a enseigné une chose essentielle. Ce que l'on ne rend pas conscient nous revient comme destin. Autrement dit, tant que nous n'éclairons pas ces dynamiques cachées, nous continuons à les subir. Et cela ne signifie pas qu'il faille couper tous les liens à la moindre tension. Mais cela signifie reconnaître, nommer, se respecter. Comprendre que certaines personnes ne vous veulent pas forcément du mal, mais ne sont pas capables de vous aimer dans votre vérité. Alors que faire? D'abord, écoutez vos ressentis. Ils savent souvent avant vous ce que votre mental ne veut pas voir. Posez des limites, doucement, mais fermement. La clarté n'est jamais une trahison. C'est un acte d'amour pour vous-même. Ne cherchez pas à convaincre. Quelqu'un qui vous nourrit de mépris ne sera pas transformé par vos explications. Choisissez la lumière. Entourez-vous de ceux qui se réjouissent sincèrement de votre joie, de ceux qui restent quand vous tombez, de ceux qui vous élèvent sans jamais vous posséder. Il y a un moment, dans la maturité de la vie, où l'on comprend que l'amour véritable n'humilie pas. Il n'envie pas, il ne contrôle pas, il laisse être, il accueille, il célèbre. Et tout ce qui n'est pas cela n'est pas de l'amour.